Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Est-elle une paix imposée ou un dialogue sincère? Comment font les ONG, dont la HWPL, en Afrique? Les vrais enjeux des interventions internationales, on en parle avec Valérie Ngoué. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur au sein du département des relations publiques de la HWPL. On veut savoir d'ailleurs pourquoi la HWPL promeut la paix, car c'est d'abord une ONG donc, enregistrée auprès du gouvernement coréen, la Corée du Sud. Comment la HWPL intervient en Afrique? Alors d'accord, donc déjà merci de nous recevoir. Donc, HWPL est une organisation non gouvernementale et à but non lucratif, donc, qui a pour objectif de pouvoir parvenir à la paix dans le monde et la cessation des conflits. C'est notre objectif. Et depuis 2013, donc, date de fondation de l'ONG, eh bien, HWPL travaille d'arrache-pied pour pouvoir accomplir cet objectif-là. Donc, en 11 ans seulement, nous avons déjà des activités dans près de 170 pays dans le monde, dont beaucoup en Afrique notamment. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est la paix dans le monde, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi nous intéressons aussi à l'Afrique, qui est un continent en proie à beaucoup de conflits. Et est-ce qu'on peut vraiment s'adapter aux réalités? Comment font les équipes sur le terrain? Bien sûr, il faut justement s'adapter aux réalités. Pourquoi? Parce que les réalités, les enjeux dans une région, dans un pays, dans une région, dans une localité, ne sont pas les mêmes dans d'autres, n'est-ce pas? Dans un même pays même, par exemple, les conflits, les sources de conflits peuvent varier d'une région à l'autre. C'est pourquoi c'est important de pouvoir collaborer avec les citoyens. Les citoyens. Les citoyens, c'est ça. D'abord les citoyens, les organisations locales, les gouvernements locaux, en vue de pouvoir dégager les sources de conflits réels, donc de la zone en question, et pouvoir parvenir ensemble à des solutions. Et est-ce que la Corée du Sud, à travers la HWPL, peut intervenir au niveau stratégique, en tout cas pour le gouvernement? Est-ce qu'elle a peut-être des ambitions diplomatiques derrière? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que HWPL est une organisation apolitique. Donc le gouvernement coréen n'est pas forcément impliqué directement, n'a pas en tout cas d'intérêt forcément à travers nos initiatives. Donc nous travaillons. Voilà, nous sommes totalement indépendants. Voilà, c'est une organisation non gouvernementale, donc c'est vraiment le principe. Et donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir parvenir donc à la paix. Et pour cela, nous collaborons, que ce soit donc, en Corée, on fait aussi des initiatives sur le terrain, et avec à l'étranger. Donc nous collaborons avec tous pour pouvoir parvenir justement à notre objectif. L'actualité en ce moment en Afrique est assez dure. Au niveau de la paix, c'est assez difficile de l'obtenir. On va parler donc du cas du Soudan, où la population tombe chaque jour sous les coups des bombardements entre l'armée et les paramilitaires. Là, dans cette situation-là, comment intervient la HWPL dans les situations de guerre pour obtenir ensuite la paix? Alors, le principe même de HWPL, c'est de pouvoir appeler au dialogue. C'est-à-dire que... Oui, justement, comment on fait ce dialogue-là depuis le Soudan du Sud? C'est un conflit qui dure depuis des années. Comment vous arrivez à faire dialoguer? À faire dialoguer. Ben justement, le but, c'est de pouvoir déjà rentrer en contact avec les différentes parties prenantes. Vous voyez, personne ne veut vivre dans un monde où il y a des conflits. Personne. Donc la paix, ce n'est pas la propriété d'un individu en particulier ou d'une partie d'une certaine population. La paix, c'est un droit pour tout le monde. Tout comme on a besoin de l'air pour vivre, la paix est nécessaire. Donc nous pensons que les personnes qui sont un minima sensibles à cela vont déjà nous écouter. Donc nous avons une stratégie, nous avons un socle pour pouvoir parvenir à la paix. On intervient sur le droit international. Donc on a proposé ce qu'on appelle la déclaration pour la paix et la cessation des guerres en 2016. Donc c'est un outil juridique qui a pour but de pouvoir renforcer le droit international actuel. Il y a un droit international, mais le fait est qu'il y a toujours des guerres, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi il faut pouvoir l'améliorer. Et ça, c'est le but de cet instrument juridique qui est constitué de 10 articles et 38 alinéas. Et de cet instrument juridique qui va constituer notre base. Aujourd'hui, c'est une déclaration, mais le but, c'est que ça devienne une résolution aux Nations Unies. Ça constitue une autre base et de cela découlent deux autres axes principaux de notre stratégie. C'est de pouvoir travailler sur l'alliance des religions. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conflits aujourd'hui qui proviennent de malentendus idéologiques et religieux.
Et donc, la voix des leaders religieux qui comptent dans leur communauté, ils ont donc une responsabilité dans le processus de paix. Et enfin, on travaille sur l'éducation à la paix. Et donc nous, quand on rencontre les différentes personnes, et donc on leur propose, on leur parle de la paix et de nos solutions, et on les invite à pouvoir justement s'impliquer. Et aussi. Comment ils le perçoivent? En général, tout le monde dit c'est bien la paix. Qui peut dire vous voulez instaurer la paix, c'est mal, nous on n'a pas besoin. Est-ce que c'est appliqué ensuite? Donc maintenant, ça dépend donc de la volonté maintenant de ces personnes-là. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pourquoi c'est un travail de longue haleine et un gros travail de sensibilisation. Donc il faut déjà leur faire comprendre que la paix, c'est l'intérêt commun pour tout le monde. Tout le monde est gagnant dans la paix. Il n'y a pas juste une partie des personnes qui vont gagner, tout le monde est gagnant dans la paix. Quand il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de stabilité même sur les besoins de base des individus, encore moins parler de perspectives de développement. Donc nous, on les invite à pouvoir justement travailler à la paix. On leur rappelle que s'il y a la paix, au final, tout le monde est gagnant. Donc, et une fois qu'on les invite, est-ce qu'il y a un suivi ensuite? Bien sûr. Ou alors, voilà, on vous a posé ça, et ensuite, vous passez à autre chose. Est-ce qu'il y a ce suivi-là et avec qui? Il y a ce suivi. Par exemple, là, vous avez évoqué le Soudan du Sud. Donc, cette année, par exemple, au Soudan du Sud, on a fait en juin 2024 une marche pour la paix. Donc, avec une organisation locale, donc partenaire d'une organisation locale qui est une sorte d'espace communautaire qui sensibilise les jeunes justement aux valeurs de paix. Donc on travaille avec eux et on met beaucoup l'accent sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Et donc c'est pourquoi HVPL met beaucoup l'accent donc dans le travail, dans l'implication, dans l'inclusion de la jeunesse dans le processus de paix. Donc on travaille ensemble, c'est des partenariats et on échange ensemble justement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'ateliers, de dialogues pour justement rassembler les personnes, favoriser le dialogue et ensemble dégager des pistes de solutions. Donc il y a toujours un suivi sur le terrain et je parle aussi même des médias. Donc au Soudan du Sud aussi, en 2019 de mémoire, on a fait un forum pour la paix et le développement par les médias. Donc l'idée est de pouvoir rassembler justement les journalistes, les médias, la presse et leur rappeler le rôle essentiel qu'ils ont dans la promotion de la paix, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'à travers l'information, on sensibilise, à travers l'information, on façonne même des mentalités. Et donc les médias, par exemple, sur le terrain, au quotidien, qui sont ce relais avec les citoyens, ont un rôle indispensable dans le processus de paix. C'est pourquoi on collabore beaucoup aussi avec les médias sur le terrain pour faire le travail de paix. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés? Vous avez fait des actions en Côte d'Ivoire, au Mali, et puis même au Maroc. Vous avez peut-être sans doute rencontré des personnes qui, vous écoutent pas. Oui, qui ne vous écoutaient pas, ou peut-être même la population aussi, qui n'était pas forcément... Enfin, on veut savoir un peu quels sont les défis qu'on rencontre lorsqu'on veut instaurer la paix. Je pense que le premier défi qu'on rencontre, c'est le fait de pouvoir être face à des personnes, comme c'est souvent le cas, qui disent « oui, la paix c'est bien, mais on n'y croit pas trop ». Vous voyez? Ça, c'est notre premier défi. Donc notre premier défi, c'est de faire réaliser aux personnes que la paix n'est pas juste une utopie, mais la paix est possible. Ça, c'est notre premier défi, c'est notre plus grand défi. Parce que dès lors que les personnes vont se rendre compte que, mais en fait, la paix, c'est la normalité, c'est la guerre qui est anormale, eh bien, tout de suite, ils vont s'impliquer. Donc, ça, notre premier défi, c'est de faire réaliser cela aux personnes. Et c'est ça, cela en quoi on est confronté au quotidien. Même le citoyen lambda, vous allez lui parler, il va vous dire « Oh, mais la paix, voilà, on est destiné à vivre. Même dans la famille, j'avais déjà parlé à un individu, il m'a dit même dans la famille, il y a des conflits. Donc comment on pourra rassembler des pays ?» Vous voyez. Donc ça, c'est le premier défi. Et après, au quotidien, l'autre défi, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens que la paix, ce n'est pas forcément juste des grosses initiatives et ce n'est pas juste à la main de l'État. Mais le citoyen, à petite échelle, même au niveau de sa famille, peut déjà pratiquer des valeurs de paix. Donc ça commence au niveau de la famille, ensuite c'est au niveau du quartier, c'est au niveau de la commune, et puis la ville, la région, et c'est comme ça que ça grandit. Donc même une personne, qu'on soit jeune, âgé, ou qu'on soit impliqué, actif dans des associations, des organisations, qu'on soit dans la société civile ou du gouvernement, chacun a un rôle à jouer
dans le processus de paix. Et ça, il faut que tout le monde puisse le comprendre. Et ce n'est pas forcément facile pour les jeunes qui ont vécu ça tout le long de leur enfance, d'avoir connu des guerres, de voir un peu la paix. Ça doit être, de voir le chemin, on va dire, de l'avenir pour leur pays, en tout cas. Comment vous faites sur place avec ces jeunes-là? Est-ce que vous travaillez dessus? Vous avez dit justement que vous faisiez des séminaires. Comment cela s'organise? Alors, nous, on a un de nos outils principaux, c'est l'éducation à la paix. C'est vraiment un outil pour promouvoir, alors que ces enfants-là n'ont pas forcément... C'est pour ça qu'il faut les éduquer à cela. Il faut planter ces valeurs-là en eux. Quand vous avez effectivement un jeune qui aujourd'hui a vu sa famille détruite par la guerre, quel espoir il a au niveau de la paix? Donc il faut déjà justement l'amener à comprendre que cette paix-là, c'est pas, ok, il y a eu ces moments de guerre, etc., mais il ne faut pas continuer dans ce processus-là. La guerre implique d'autres guerres. Donc au contraire, comment on va pouvoir arriver à un monde de paix? Comment ce jeune-là qui a été détruit, demain peut construire, bâtir une famille? C'est ce que vous pointez dans vos ateliers, dans vos séminaires? Bien sûr, c'est-à-dire qu'on rappelle déjà le fait que la guerre, c'est une anomalie et qu'il ne faut pas rester dans ce processus-là. Et on plante donc des valeurs de paix qui sont des valeurs de respect, des valeurs de tolérance, des valeurs d'amour, des valeurs d'héritage, toutes ces valeurs nécessaires humaines pour qu'une société soit stable et viable. Nous plantons ça justement dès l'enfance dans le cœur des personnes, des individus. Et à travers l'éducation, on pense que justement les personnes, ces générations, ces personnes vont se reconstruire, avoir un espoir et pouvoir changer leur façon d'agir. Et comment vous faites pour mobiliser les jeunes, vous en tant que bénévole en tout cas, comment on fait pour que l'engagement soit beaucoup plus fort? Vous êtes combien d'ailleurs? Alors, dans le monde entier, HVPL a un réseau de 500 000 membres, environ. 500 000 membres. Moi-même, je suis jeune, par exemple. C'est ça qui vient. Oui, bien sûr. Moi-même, je suis jeune. Et déjà, en fait, le fait que nous, déjà jeunes, nous parlions de ces sujets-là qui peuvent sembler inaccessibles aux jeunes, déjà, ça encourage ces jeunes-là. Et donc, il faut savoir que HVPL a justement, d'ailleurs, un département qui est axé sur le rassemblement des jeunes pour la paix. Et donc, voilà, ce qui fait exactement, c'est beaucoup plus facile. En fait, on responsabilise les jeunes. On leur dit que votre voix porte, vous pouvez justement proposer des idées, vous pouvez être en première ligne dans vos communautés pour sensibiliser à la paix. Et on leur donne des rôles, par exemple, d'ambassadeurs de paix, ce genre de choses, pour les responsabiliser. Et donc, à travers des projets inclusifs qui impliquent les jeunes en première ligne dans ce travail de paix, c'est comme ça qu'on arrive à les rassembler, à les mobiliser. Eh bien, merci beaucoup Valérie Ngoy, donc coordinateur au sein du département des relations publiques HWPL. Et nous, on se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud pour de prochains entretiens du jour.